La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Normalement, on est bon. J'ai appuyé sur règle des deux côtés. Romain Sion, je suis très heureux de te recevoir dans le podcast OVNI et je vais le raconter à nos auditeurs. Je t'ai un peu piégé parce que tu m'as dit ça te dit qu'on prenne un café et je t'ai dit on va prendre un café, mais même si t'as vu que je savais pas très bien les faire. Mais on va le faire en studio chez Cosa Vostra pour que tu puisses raconter ton parcours singulier d'entrepreneur, d'investisseur que j'adore à titre personnel, que j'ai eu l'occasion de découvrir encore plus à travers la lecture de ton livre ces 3 derniers jours. Donc voilà, et puis on parlait tout à l'heure de comment on s'est rencontrés, comment on évolue dans nos métiers. Enfin, donc vraiment ravi de t'avoir avec nous. Tu vas bien, tout roule, à part les bouchons pour traverser Paris à cause des JO. Tout roule. Déjà, bonjour Arnaud et un grand merci de me recevoir. C'est vrai que tu m'as eu par surprise. Je pensais qu'on allait se faire un petit café et quand tu m'as proposé, je pense que tu l'as vu, j'ai pas réfléchi très longtemps. Non, t'as pas été difficile à convaincre. Et pour les bouchons, les JO. Il est possible que je fasse un peu de télétravail prochainement, mais on s'en sort. Ouais, on s'en sort et puis on va pas gâcher le plaisir. C'est des contraintes, mais c'est magnifique d'avoir les JO dans cette ville. Je crois que Mathieu est un fan absolu de ça et moi aussi, donc je serai pas là, mais je les regarderai avec attention aussi. Écoute, si ma mémoire ne fait pas défaut, mais tu peux me corriger, nous on s'est rencontrés à travers le deal Music World Media, dans lequel tu es rentré avec Bliss, donc c'est 2020 je pense, été 2020, où en fait vous rentrez, vous investissez plusieurs millions d'euros, je sais pas si tu as le chiffre exact en tête. C'est quoi, 5, 10 On a investi, ça va être aux alentours d'une dizaine de millions 10 millions d'euros, voilà. Et en fait, moi, je sors. Donc finalement, on se rencontre, mais sur une transaction où il y a une levée de 50 millions et les business angels du début sont rachetés par les fonds qui rentrent dans le cadre de cette opération. Donc il y a vous, BPI France, ID Invest et je crois des Family Office, Aglaé, voilà, que j'oublie, mais qu'on en salue. Et donc on s'est rencontrés à cette occasion-là. J'avais déjà rencontré, moi je crois, Alexandre Mars, qui est une des figures un peu emblématiques et fondateurs de Bliss. Mais peut-être avant de détailler tout ça, est-ce que tu veux te présenter, raconter un peu qui tu es ? Alors c'est une grande question. C'est dur comme exercice. Mais pour la petite anecdote sur c'est vrai qu'avec un peu de recul, on s'est rencontrés il y a maintenant plusieurs années, mais parfois on a une bonne appréhension. Et c'est vrai que dès la première fois, je me suis dit c'est vraiment quelqu'un avec qui je veux bien m'entendre. Ouais, on avait eu un bon feeling, ouais. Et puis moi, pour me présenter, donc je suis un ch'ti né à Grenoble et qui a grandi dans le nord de la France. J'aurais absolument jamais pensé faire de la finance de ma vie. J'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai commencé en tant qu'ingénieur industriel pour ma boîte préférée, qui est Decathlon. J'ai commencé en Chine. Je suis rentré en France pour lancer un projet entrepreneurial qui est pas allé. Ce projet-là n'est pas allé très très loin puisqu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que il fallait des sous pour financer une boîte tech. Et bon, long story short, je pourrais y revenir un petit peu, mais j'ai fait une belle rencontre avec Alexandre il y a maintenant 9 ans, qui m'a convaincu de rejoindre un monde que j'aurais jamais pensé rejoindre, celui du venture capital. Et de l'impact aussi, parce que Bliss a ce côté-là, enfin, donc il y a Bliss, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui est un fonds d'investissement, et Alexandre a aussi lancé Epic, après ses propres succès entrepreneuriaux, qui se définit comment, comme une fondation, c'est ça ? Alors moi, je dirais une fondation, voire une start-up sociale. Ouais. Et je dirais presque, on en a un petit peu parlé, mais c'est comme ça qui m'a piégé, c'est comme ça qui m'a convaincu.
Moi, j'étais dans une phase qui était, je dirais, un peu... je voulais entreprendre et surtout, j'étais dans une phase de quête de sens profonde où je m'étais fait une promesse, c'est de toujours, à partir de ce moment-là, de toujours aligner mes valeurs professionnelles et personnelles, puisque dans le cadre c'était un de mes stages de fin d'études, j'étais parti travailler pour une boîte anglaise qui était spécialisée dans tous les services d'abonnement. Ils vendaient des services par abonnement sur Internet. Et moi, j'avais rejoint une nouvelle cellule qui était chargée de réinvestir les profits dans des startups. Sur le papier, c'était génial. Les premiers mois, je me suis éclaté. J'ai beaucoup voyagé, j'avais carte blanche. Mais au bout de 4 mois et demi, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans une super arnaque. Où en fait, ils vendaient des services bidons. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Et un soir, à Londres, je me souviens, après un événement où après quelques bières, il y avait trop de signaux faibles et je savais que c'était pas normal, eh bien, j'ai eu honte. Too good to be true, c'est ça? Ouais, c'était trop beau pour être vrai. Je savais qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond, j'avais pas de preuves ou quoi que ce soit, et là, il a fallu faire un choix, qui est de dire, en fait, c'est pas c'est pas qui je suis. Je savais pas trop à qui aller voir et j'ai décidé de quitter cette boîte-là. Et c'est là qu'Alexandre, qui lançait ce projet en disant on va lancer Epic, une start-up fondation sociale, et on va, pour pouvoir financer ça, créer un fonds d'investissement, c'était l'opportunité de pouvoir donner du sens. La personne qui vous met en relation à l'époque, l'événement, c'est quoi le déclencheur? Je l'ai pas lu ça dans ton livre. Eh ben, c'est pas Alexandre. Okay. C'est il y a maintenant quelques années, les ch'tis, j'avais pas de réseau dans la finance, je savais juste qu'il y avait des gens qui finançaient des startups ou du moins des entreprises. Je connaissais le mot private equity, mais c'était tout ce que je connaissais. Okay. J'avais pas les diplômes, etc., qui faisaient que on pouvait voir les offres de stage ou tout ça. Et donc, je prenais des cafés, j'avais contacté tous les analystes dans les fonds de private equity. Okay. Alors, pas de VC, de private equity de Paris. Et je suis tombé par hasard sur un jeune qui s'appelle Othman Sgir, qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui bossait chez Bliss et qui j'avais pas du tout d'expérience dans la finance. Qui t'a fait confiance. Qui m'a fait confiance, qui a vu que je bossais, qui a pris un peu un risque en me disant je te prends en stage. Et c'est comme ça que ça a démarré. Bon, de toute façon, prendre des risques, c'est ce qu'on fait toute la journée, donc c'est important de savoir le faire. Ces mauvaises associations, ces désillusions, elles font partie du métier, elles font partie de notre façon aussi de nous endurcir professionnellement. Donc tu le regardes avec bienveillance finalement aujourd'hui, puisque tu as fait les bons choix par la suite. Je dirais que c'est vrai que c'est parfois dans des situations pas forcément très drôles, parce qu'on parle quand même de 100 millions d'euros, c'est pas rien, cette fameuse... Mais je pense que c'est une grosse remise en question et qui aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de sujet. Le fait d'aligner ses valeurs pro-perso, pour moi, c'est une North Star sur laquelle je dérogerai pas, plus. Et donc, je pense que parfois, c'est des bons apprentissages. Si je suis provoque, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui s'en aperçoivent tard dans leur vie professionnelle. Toi, tu t'en es aperçu très tôt parce que tu es jeune. Est-ce que tu peux redonner ton âge aux gens qui nous écoutent? 33 ans. Donc, tu as réalisé il y a 10 ans, à 23 ans, que tu voulais être aligné. Moi, je vois plus ça chez des gens qui ont 35, 40 ans, 45 ans et qui, après 10-15 ans dans une industrie, se disent en fait, mon job, c'est du bullshit, je veux changer, je veux devenir boulanger ou agriculteur ou des choses comme ça. On a eu des gens sur certains épisodes qui nous ont expliqué aussi que c'était lié à un décès ou une situation familiale qui avait évolué, des choses comme ça. Mais en tout cas, je trouve ça bien. Je parlais de ton livre Génération Impact, où tu expliques vraiment ça en détail. On mettra le lien en commentaire de l'épisode. Il y a pas de code promo, mais bon, c'est 19 €, donc je pense que tout le monde peut s'offrir ce genre de livre. En tout cas, je le recommande. Comment toi tu définirais Bliss aujourd'hui? Parce que donc tu as attaqué avec cette start-up sociale, donc Epic, où en fait tu as des centaines de chefs d'entreprise qui font ce qu'on appelle un pledge, c'est-à-dire qu'ils disent moi je vais reverser, lorsque je vais vendre ma boîte, X% de mes actions à des associations qui pour le coup
sont audités, c'est fait de façon hyper sérieuse. Et donc, comment par rapport à Epic, tu définirais Bliss? Comment sont structurés les deux? Il y a des liens entre eux? Pas de liens? Explique-nous tout ça. On est dans les mêmes bureaux, dans les mêmes locaux, on se connaît par cœur. Et je dirais c'est des vases communicants. L'idée de départ, ça a été notamment il y a une dizaine d'années, il y allait avoir de plus en plus de gens qui allaient chercher aussi à vouloir donner du sens. Et moi, je rentrais pile poil dans cette case-là, entre guillemets. Et l'idée, notamment d'Alexandre, qui avait gagné beaucoup d'argent, de se dire comment est-ce que je peux, connecter des gens qui veulent donner du sens et puis aussi des organisations sociales exceptionnelles. Donc, il faut voir un peu Epic comme un fonds de VC pour des non-profits et ensuite de réfléchir à des modèles innovants pour pouvoir intégrer le modèle économique de grands groupes, de donateurs. Le pledge, c'est une façon de donner parmi d'autres pour orienter des fonds vers ces ONG exceptionnelles. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, chez Epic, il y a, je pense, une vingtaine de personnes réparties à Londres, Paris, Bruxelles, New York. Et le modèle est pur, c'est-à-dire que tout ce qui est levé part dans les ONG, donc il faut bien aussi financer. Oui, et en fait, la particularité, c'est qu'Alexandre a fait le choix très tôt de dire je finance le budget de fonctionnement d'Epic sur mes deniers personnels pour que 100% des fonds collectés aillent dans les associations. Il a d'ailleurs, on parlait de ton livre, mais lui fait un livre qu'on m'a offert moi qui s'appelle La Révolution du partage, qui était son premier livre et que j'ai adoré. Ouais. Et depuis, il en a fait un second qui s'appelle Pause, que j'ai pas encore lu, mais que je vais prendre dans mes bagages cet été, et qu'on recommande aussi. Très clair. Et donc, il a d'abord lancé ça, et en parallèle, Bliss, Bliss quand on s'est vu en janvier, Alexandre me disait que vous étiez autour de 700 millions sous gestion, c'est ça ? C'est ça. Mais il y a 10 ans, c'était zéro ? Il y a 10 ans, c'était son family office. Ok. C'est à peu près... c'est ma 9e année, donc c'était à peu près à ce moment-là que j'ai rejoint l'aventure. Donc toi, tu as vécu le zéro, ou en tout cas les 20, 30, 50 millions sous gestion à 700 millions sous gestion. Exactement. Ok. Et Bliss, au début, l'objectif, c'était de pouvoir permettre à Alexandre de financer Epic. Et surtout aussi, et ça on en est hyper fiers, tous les employés, on s'est tous engagés à reverser 20% des plus-values de Bliss qui partent dans les organisations sociales d'Epic. Et moi, j'avais aussi fait un choix aussi en plus, qui est 80% de mon temps, notamment 80% de mes vacances, que j'ai consacré à ces organisations sur 3 sujets: la mesure d'impact, la mise en place de solutions logicielles et les aider dans tout ce qui est modélisation financière sur des modèles qui lient entreprises sociales et ONG. On va y revenir sur ce sujet-là. Et donc, donc Bliss, Bliss, donc c'est aujourd'hui un fonds d'investissement qui est certifié B Corp. On est 23 personnes, avec un bureau qui est à New York et un bureau qui est à Paris. On a, au démarrage, et peut-être c'est pour ça qu'au début, on nous connaissait un petit peu moins, c'est qu'on investissait surtout aux États-Unis, 90%. Maintenant, on investit moitié-moitié, 50-50. On a investi des tickets entre 5 et 25 millions d'euros. Et ce qu'on va... nos deux éléments de différenciation très forts. Le premier, c'est les sujets d'internationalisation, donc accompagner les entrepreneurs européens à se développer, se lancer aux US. On est pour le coup très crédible sur cette thématique. Et vice-versa, des US vers l'Europe. Okay. Et le second point, c'est sur le sujet de l'impact. Nous, on est convaincus qu'on peut créer des business qui soient à la fois performants économiquement, mais aussi qui ont de l'impact. On est convaincus qu'aussi... il y a une génération d'entrepreneurs qui, comme les Lucie Bache, qui m'inspirent beaucoup, qui ont cofondé Too Good To Go. Ouais, Lucie qui est très sympa, brillante, qui est intervenue moi dans mes cours à Sciences Po et qui d'ailleurs bosse avec vous en tant qu'operating partner, c'est ça, sur votre nouveau fonds Impact. La question que je voulais te poser, désolé de t'avoir interrompu, c'est ces 700 millions, ils sont décomposés sur combien de fonds différents ? Parce que pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître énorme. Et en fait, comment ça s'est passé ? Il y a eu un premier fonds de 50, de 150, enfin, comment ça a évolué un peu ? En fait, au tout début, c'était le family office. Puis ensuite, il y a eu, on a fait du deal by deal, des club deals. Donc, par exemple, il y avait l'un des cofondateurs de Spotify qui se mariait. Il souhaitait vendre quelque part, donc 50 millions d'euros.
Alexandre mettait une partie, puis on syndiquait avec d'autres. D'accord, donc vous avez fait des opérations en secondaire, mais sur des sociétés très matures. Exactement. Donc Spotify, par exemple, on a investi 100 millions d'euros. Ok. Maintenant, on est sorti. Et ça, c'était la deuxième phase. On a fait ça. Et sur un acteur comme Spotify, entre votre entrée et votre sortie, c'est quoi, un x2, x3 C'est peut-être pas public, mais vous alliez chercher ce type de multiples sur des boîtes assez établies ou... On a dû faire x3,5. Ok. Donc c'est sur des gros montants, c'était des super investissements. Ensuite, on a eu une phase où les entrepreneurs nous disaient vous comprenez l'ADN, vous êtes vous-même des entrepreneurs. Est-ce que vous voudriez pas leader les tours de table mais là, le co-invest, c'était plus compliqué puisqu'il fallait se convaincre soi-même et puis convaincre d'autres personnes. Donc, on a créé ce qu'on appelle ce qu'on appelait le fonds 1, qui était un pledge club, dans lequel en fait des investisseurs précomitaient un certain montant et ensuite pouvaient décider d'investir plus ou de skipper un deal. Et c'est à ce moment-là où toi, tu as fait un espèce de tour d'Europe pour convaincre beaucoup de family office de vous rejoindre, c'est ça ? Exactement. Ça, c'était mon premier boulot. Toutes les semaines, je partais dans un pays différent pour aller convaincre des entrepreneurs, des investisseurs, des family office de rejoindre notre club. Donc ça, c'était le fonds 1. Et puis ensuite, le fonds 2, où là, on avait un super track record. On commençait, ça faisait quelques années l'équipe était en place. Et des institutionnels nous ont dit, on aimerait bien aussi rejoindre l'aventure. Mais par contre, il nous faut une structure un peu plus donc agrément AMF, etc. Exactement. Et là, structure qui fait 250 millions d'euros. La précédente, c'était une grosse centaine de millions d'euros. Okay. Et après, tout ce qui est Club Deal, qu'on a continué en parallèle, ça fait aussi le complément. Pour atteindre ces 700 millions sous gestion. Exactement. Très clair. Tu as parlé un peu de ce qui vous différencie. Donc, c'est 2 pieds, un pied en Europe, un pied aux US. Tu parlais de Spotify, le lien avec Emmanuel Seger, qu'on embrasse, de Cassius. Il vient de là ou pas ? Je pense qu'il vient de plein d'endroits différents. Okay. Emmanuel, juste qui était donc... qui aujourd'hui a son propre fonds, mais qui investissait pour le compte de Coca-Cola et qui a participé, je pense, au seed round de Spotify, c'est ça ? Alors, je ne saurais plus dire si... Il y a un truc comme ça, quoi. Mais il connaît très certainement très très bien la société et je l'embrasse aussi par la même occasion parce que je pense qu'il fait partie des entrepreneurs très proches des entrepreneurs. Et qui était dans Music World Media. Exactement. Donc, il y a eu Music World Media, mais il y a aussi Alexandre qui était aussi investisseur chez Cassius. Dans son fonds, ok. Dans son fonds, et donc après, ça crée des liens. Ça crée des liens. Est-ce que de toute façon, ces liens-là, cette confiance, c'est pas le prérequis pour faire du business ? Donc tu parlais de tes premiers échecs et de mauvaises associations. Est-ce qu'un investisseur, au bout d'un moment, il va pas finalement aussi investir dans un cercle de confiance qui crée et qui se constitue au fil des années ? Comment tu fonctionnes, toi ? Moi, c'est exactement ça. Moi, je pense qu'on est le monde de la finance, là où moi, j'aurais pensé que c'était des gros Excel avec plein de tableaux et puis des formules mathématiques. Finalement, il y a bien évidemment ces formules mathématiques, mais la confiance, c'est bien investir, c'est investir avec des hommes, avec des équipes, mais aussi rejoindre des hommes et des équipes. Et avec Alexandre, cette collaboration-là, ça fait 9 ans. Et je pense qu'elle est construite sur une relation de confiance. Et c'est la première, à la fois la loyauté, et puis moi, le fait qu'il m'ait donné ma chance, a fait qu'on ait une relation proche. Mais Alexandre, mais aussi le reste de l'équipe, Charles-Henri, Sam, Anne-Claire, etc. Mathilde, avec qui je travaille. Je pense que ça, c'est le fondement d'une collaboration qui réussit. Ouais, c'est marrant parce que, comme tu dis, on s'est croisés il y a 3-4 ans, on a pris un café ensemble, on s'est revus, on s'est parlé par téléphone, etc. Mais en fait, j'avais pas en tête ce parallèle que tu as, où moi, c'est pareil, hein, j'ai des entrepreneurs il y a 15 ans qui m'ont fait confiance. Tu vois, là, j'étais en train de préparer un post LinkedIn pour parler de Julien Coulon, t'as un Didier Souchère, etc. Et je trouve que il y a une génération d'entrepreneurs, les premiers de la tech et du web, qui ont quand même assez bien réussi ça. C'est-à-dire que eux ont réussi et on est dans ce fameux lift as you climb où ils ont aidé une nouvelle génération d'entrepreneurs à lancer leur business, à devenir investisseurs. Alexandre Ducœur, là, dans un podcast, parlait de...
Geoffroy Roux de Bézieux et de tout l'apport qu'a eu Isaïe dans l'écosystème français. Et donc finalement, nous, on bénéficie un peu de la vague de ces gens-là et c'est assez chouette. Et peut-être juste un petit point que je trouve assez intéressant sur la vague d'entrepreneurs, le give back, etc. Je pense que aussi sur Bliss, il y a un parti pris et un pari qui a été fait il y a quelques années et qui, j'espère, va s'avérer payant, qui est de se dire qu'il y a différentes catégories d'entrepreneurs. Il y a d'un côté du spectre, les dinosaures qui, le sujet du sens et de l'impact, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt et ça, on ne les backera pas. De l'autre côté, il y a la philanthropie. Et puis ensuite, au milieu, on va avoir les entrepreneurs qui veulent, que j'appelle il y a les activistes, comme les Lucie Bache, et puis aussi les entrepreneurs les pragmatiques, pour lesquels cette question du sens est importante. Et nous, on est convaincus chez Bliss qu'on peut faire les deux. On cherche à investir dans des sociétés aussi qui sont bien gérées, qui ont parfois de l'impact. Et on est convaincus que si on arrive, que ces entrepreneurs-là vont chercher des investisseurs qui, eux aussi, partagent les mêmes valeurs sur ces sujets d'impact, de partage de la valeur, et que si demain des entreprises comme Too Good To Go deviennent des super success stories, peut-être qu'ils fassent une IPO successful, etc., ça inspirera aussi toute une génération d'entrepreneurs à se lancer sur ces modèles qui ont du sens. Et c'est aussi toute la mission, en tout cas, que je porte avec Bliss. En tout cas, moi, ce que je constate de ma fenêtre avec 10 ans dans l'industrie, c'est que les meilleurs entrepreneurs, ils ont toujours un temps d'avance. Tu parles de Lucie Bache. Moi, l'exemple que je cite souvent, c'est une Rachel Delacour. Une fois que Rachel, elle a eu fait BIM Analytics, qu'elle a revendu à Zendesk, quand elle est partie sur un nouveau projet, elle est partie sur l'impact carbone avec Sweep, etc. Donc, je trouve que un signal qu'on a, nous, en tant que VC, c'est que les bons entrepreneurs, ils se lancent 5-10 ans avant sur les sujets qui vont faire sens d'un point de vue sociétal, etc. Et c'est comme ça qu'on le voit. Là, on voit de plus en plus d'entrepreneurs sur les sujets deep tech, parce que on a fait 10 ans à financer du software, des choses comme ça, et on voit bien que les meilleurs entrepreneurs, ils ont envie d'aller sur des sujets différents. Peut-être, vu qu'on est sur un format court, nous, sur les podcasts, et qu'on n'a pas les 3 heures de notre ami Mathieu Stéphanie, moi, j'aimerais parler de tout ce que tu as fait d'un point de vue humanitaire, philanthropie, ou au-delà de je fais un chèque et je finance et je me donne bonne conscience. T'es allé sur le terrain, donc jungle congolaise, bidonville indien, quartier nord de Marseille. Donc quartier nord de Marseille, ça m'a fait rire, on y reviendra. Pareil, qu'est-ce qui t'a pris c'est un choix fort de se dire j'ai 80% de mon temps libre que je dédie à ça, peut-être au sacrifice d'une vie amoureuse ou de soirée avec les copains, etc. T'as toujours eu ça en toi? Il y a quelqu'un qui t'a donné ce déclic-là? Comment c'est arrivé? Je pense qu'il y a toujours, mon père a toujours été très engagé et je m'en rends compte un peu après coup. Donc il y a peut-être de ça. Ok. Et après, l'autre point, c'est quand j'ai rejoint Bliss, j'étais aussi dans une phase de quête de sens forte. Et j'avais pas des millions d'euros à donner, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et c'est là qu'il y avait Epic qui avait rejoint backé des organisations sociales exceptionnelles. Et donc là, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter, quelles sont mes compétences. Et c'est là que le match. C'était aussi simple pour toi par rapport. Enfin, tu vois, moi aujourd'hui, tu me dis va au Congo ou dans les bidonvilles indiens, je sais pas où aller, avec qui travailler, etc. Donc c'était activable tout de suite. C'est ce que tu dis? C'était activable tout de suite, mais sous un certain nombre de conditions qui étaient. Moi, quand je rejoins une organisation, ça lui coûte rien, mais c'est aussi s'assurer que le projet il soit bien cadré. 1 mois, c'est hyper court, on va pas changer l'organisation, c'est une petite goutte dans l'océan. Mais c'est s'assurer que ce soit quelque chose dont ils ont besoin, ce soit eux qui décident que je vienne dans l'organisation, et qu'ensuite, post-projet, au bout d'1 mois, qu'il y ait des ressources qui sont mises en place pour pouvoir prendre la suite du projet. Et donc les premiers, Epic a fait un petit peu l'intermédiaire parce que quelqu'un qui vient pendant 1 mois, est-ce que ça va prendre du temps à l'organisation ou est-ce que ça va être un véritable apport?
c'est là qu'Epic a un peu favorisé. Et puis au fil de l'eau, par capillarité, j'ai pu rencontrer aussi des organisations parce qu'effectivement au départ c'est dur de savoir laquelle. Ouais. Ton meilleur souvenir, si tu devais en choisir qu'un? J'en ai plein. Mais je pense un des souvenirs, en tout cas peut-être des messages et je pense des souvenirs très inspirants que j'ai pu avoir, c'est une organisation qui est basée au Cambodge et c'est un entrepreneur qui s'appelle Sébastien et qui a monté une organisation qui s'appelle Friends International. C'est un entrepreneur. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à retirer de ces entrepreneurs. C'est pas parce que c'est une ONG que derrière, il n'y a pas beaucoup de choses dans lesquelles on peut s'inspirer. Il a créé une organisation où il n'avait pas de budget au démarrage. Et il s'est dit, il faut que je puisse venir en aide aux orphelins. C'est les Khmers rouges c'est la fin du régime de Khmer. Et donc, il y avait beaucoup d'orphelins. Et donc, il a identifié tous les métiers en tension au Cambodge, notamment les métiers d'hôtellerie, les métiers de réparation de scooters, de chauffage, etc. Et ensuite, il a lancé des business. Donc, il a lancé des business qui deviendront plus tard des centres de formation pour les jeunes. Il a formé des centaines de milliers de jeunes au Cambodge. Et il a réussi, pour moi, à créer un modèle à la base d'ONG, avec une mission d'ONG, mais avec un modèle économique derrière qui lui permet de financer 40% de son budget, notamment tout ce que les donateurs ne veulent pas financer. Et donc l'innovation sociale, on peut la trouver, même l'innovation tout sens propre du terme, on peut la trouver, oui, dans les startups, et dans l'innovation, mais il y a aussi énormément qu'on peut retirer de ces organisations sociales. Et puis j'y ai rencontré des gens exceptionnels. Donc c'est jamais été une corvée pour moi. Ce que je ferais, je copierais peut-être le passage du livre pour le mettre en libre accès dans l'épisode du podcast pour que les gens comprennent vraiment ce que cette organisation fait, mais je me souviens bien de ce passage-là. Une des questions que je voulais te poser, moi, sur ce choix que tu as fait il y a 2 ans d'en faire un livre, de ce parcours singulier qui est le tien, un pied dans le monde de l'investissement, un pied dans le monde associatif, la philanthropie. Quelqu'un t'a aidé? Comment t'as fait pour trouver un éditeur? Combien de temps tu as mis pour l'écrire? Raconte-nous finalement qu'est-ce qui t'a pris? J'aurais jamais pensé faire un bouquin, pour être tout à fait franc. C'est une journaliste qui au détour d'une conversation, m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas un livre ?» Et l'exercice, au-delà de publier, c'est de pouvoir aussi faire une rétrospective sur soi-même, sur finalement, au bout de 10 ans, qu'est-ce que j'ai appris. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps dans le monde des startups, le monde du financement, de l'investissement, dans le monde des ONG. Et moi, ce qui me drive, c'est comment est-ce qu'on peut craquer le système pour utiliser la finance, qui est tout à fait qui est hyper importante, et aussi pour donner du sens. Et donc cette rétrospective, pour moi, à la base, c'est ce qui m'a motivé à écrire le bouquin. Et écrire, c'est quand même un métier. Et donc j'ai rencontré une coach, une plume brillantissime, qui a accepté de prendre mon projet sous le bras, qui s'appelle Violaine Ricard, et qui toutes les semaines j'écrivais donc 2 heures le matin, et puis elle me challengeait sur comment améliorer, est-ce que me partager différentes perspectives, et une fois que j'ai eu une première version, je me suis mis à chercher un éditeur. Trouver un éditeur, c'est pas facile non plus, c'est un petit monde, un peu comme les VC peut-être. Et là, j'ai rencontré beaucoup de grandes maisons, et finalement j'ai choisi une plus petite boutique, mais un ancien joueur de rugby qui m'a dit on va faire ça en équipe et je vais me battre pour ton livre. Et c'est ça qui m'a convaincu. Tu t'étais fixé un objectif d'exemplaires. Moi, j'ai appris il y a quelques mois que finalement 4000, 5000 exemplaires, ça rentrait quasiment dans la catégorie best-seller, ou pas du tout. En fait, alors oui, j'en ai vendu 1500. Mais je le vois 1501 avec celui qui a acheté la semaine dernière. avec mais
c'est plutôt le plus gros bénéfice, je pense, au-delà de la rétrospective personnelle et d'avoir creusé les sujets, poussé les sujets. C'est une formidable carte de visite où on est perçu un peu comme un expert sur une thématique. Et donc, pour rencontrer des gens qui parfois ont peu de temps dans la journée, ça m'a permis d'ouvrir des portes. Et tu l'as écrit en quoi, 3-6 mois? Un peu plus? J'avais un élément de motivation important, c'est que travailler avec une coach, c'est quasiment c'est un certain budget. Donc ça motive aussi à écrire rapidement. Mais ça m'a pris, je dirais, 4-5 mois d'écriture. Moi, écoute, pour te faire le feedback et le partager, j'ai été vraiment surpris parce que souvent, moi, je lis beaucoup d'autobiographies, de parcours du Mike Horn à Mathieu Blanchard, Vivre d'aventure, etc. Et en fait, de temps en temps, pas sur tous les livres, mais je trouve que ça peut manquer un peu de fond. Et moi, j'ai trouvé que justement, il y avait ton parcours, mais ensuite, c'était hyper didactique. Tu vois, tu balayais beaucoup de sujets, la confiance dans les politiques, la finance, etc. C'était hyper bien documenté. Et vraiment, moi, après, ce qui m'a fait vraiment rire, plaisir à lire, c'est le côté un peu futuriste que tu prends dans ta dernière partie, où tu projettes la société à 2050 et tu dis, bon, bah voilà comment moi, j'aimerais que la société soit. Et je trouve que cet exercice de style-là, il n'est pas évident, mais que quand on est un investisseur, finalement, on dessine un peu le monde de demain et c'est bien de se dire bah à quoi ça va ressembler et c'est un peu le job qu'on essaye de faire nous aussi au quotidien quand on fait de l'amorçage. On se dit bon, dans 10 ans, est-ce qu'il y a un avenir sur ces sujets-là ou pas? Écoute, génial. Peut-être pour conclure et le but étant de faire découvrir quand même des portraits de Vici, ton plus bel investissement et pourquoi? Tu peux en parler? C'est difficile de choisir un investissement plutôt qu'un autre. Il faut bien, regarde, moi j'ai dit c'est MWM, et ça restera. Mais je dirais peut-être l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneurs pour lesquels cette notion d'impact est importante. Et aussi qu'ils puissent se reposer sur nous parce que ça fait pas forcément toujours l'unanimité dans les boards, etc. Et moi, une des choses dont je suis plus fier, c'est une des sociétés dans lesquelles on a investi, pour lesquelles les actionnaires étaient pas convaincus que ces sujets d'impact étaient des priorités pour la société. On a pu passer du temps avec tous les actionnaires pour les mettre sur le sujet sur le tapis, créer un workshop justement pour le prioriser et qu'ensuite le fondateur nous fasse un feedback en disant Bliss, on peut compter sur vous sur ces thématiques-là et surtout c'est pas bullshit. Dire que c'est concret. Et derrière, on aligne les mots avec les actions. Vous avez été une des premières sociétés de gestion, peut-être même la première en France à avoir le label Bicorp. Enfin, vous avez toujours été en avance sur ces sujets-là. Hein. Moi, je crois que je t'ai appelé il y a 2-3 ans pour te poser plein de questions sur le Bicorp, etc. Donc, quand j'ai un coup de fil à un ami sur ces sujets-là, je pense que tu es dans les 3 que j'appelle. Donc, t'as dit un dernier truc tout à l'heure, pour conclure là-dessus. T'as dit, j'avais pas beaucoup de revenus. Mais j'avais du temps et j'ai consacré du temps à ces sujets philanthropiques-là. 10 ans après, tes revenus, ils ont évolué. Quand tu es partenaire d'un fonds, tu as aussi du caride. Donc tu dis que toute l'équipe s'engage à reverser 20% du caride des fonds. Ça représente quoi? Ça représente des centaines de milliers d'euros, ça représente des millions d'euros pour que les gens l'aient un peu en tête, qui nous écoutent. Après, ça dépend à chaque fois dans l'équipe. Des fonds et de la perf des fonds. De la perf des fonds, ça dépend. Le caride est aussi pas réparti complètement équitablement. C'est quoi la répartition du caride dans les équipes de gestion? T'as des fondateurs qui ont 50%, plus que ça, les équipes de gestion. C'est quoi les échelles à peu près? Les fondateurs ont une part bien évidemment particulièrement importante. Ensuite, les partenaires ont aussi un pourcentage significatif. Et puis ensuite, on va dire entre 7 et 12-13%. Et puis ensuite, la question, c'est est-ce que toute l'équipe en a? Et chez nous, c'est le cas. C'est le cas. Nous, par exemple,
notre associé, directeur d'investissement Thomas, que j'ai recruté à la sortie de Dauphine, tu vois, il est actionnaire de la société de gestion et il a une large part du Caride. Je pense que c'est le seul analyste de Paris qui est dans ce contexte-là. Moi, je pense que c'est important et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion qui devraient revoir le partage de la valeur et qui devraient lire le livre d'Alexandre pour bouger sur ces modèles-là, parce que c'est pour ça que les talents s'en vont. Hein. Exactement. Ah non, c'est un très bon point. Pour te contacter, c'est quoi? LinkedIn, Twitter, Insta Romain@bliss.com et puis LinkedIn ou Instagram, ça fonctionne bien aussi. Un livre que tu recommandes en dehors de ceux qu'on a déjà cités d'Alexandre et le tien? Effectivement, La Révolution du partage, c'est un très bon bouquin que je recommande. Ensuite, tu me pièges. C'est pas grave. Hein. Non, j'ai pas de... Un livre, un film, un truc que tu veux partager, mais sinon, c'est pas grave. Hein, t'es pas Moi, obligé. le dernier bouquin que je lis, c'est sur les biais cognitifs. Oui, j'en ai entendu parler. Et c'est particulièrement intéressant, notamment dans notre métier de VC, sur finalement quels sont les biais cognitifs. Et il y en a à peu près 25-26. Et Charles Mugler, le cofondateur de Berkshire Hathaway, a beaucoup parlé de ce sujet-là. Et comment est-ce qu'on peut en être conscient pour ensuite pouvoir les adresser, que ce soit dans les analyses, que ce soit dans les négociations. Et ça, c'est un sujet que je recommande particulièrement. Parfait. Écoute, on a tenu le timing, 36 minutes. C'est short, hein. On aurait pu rester beaucoup plus et on va finir off-record cette discussion, ce catch-up. Merci d'avoir joué le jeu et désolé de t'avoir pris au piège, mais je pouvais pas résister à cette envie de te faire découvrir aux gens de la communauté OVNI, parce que tu fais partie des gens qui m'ont aidé à progresser dans mon métier et qui m'ont donné des conseils sur des deals, sur ces sujets-là, ESG, impact, philanthropie. Donc cool de pouvoir te mettre en avant auprès de tous les gens qui nous écoutent. Un grand merci à toi. Merci Romain, à très bientôt. Salut.